Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers collègues, malheureusement cet hommage se fera manifestement sans la famille du professeur Miller. Le professeur Jean Miller, qui enseigna pendant plus de 30 ans l'anatomie et l'embryologie à la faculté de médecine de l'ULB, est décédé ce 11 septembre 2017. Il était né à Jette le 31 mars 1932. Il a passé son enfance à Jodogne, où son père était percepteur des postes. Après des études secondaires classiques, il avait un temps rêvé d'enseigner le latin et le grec. Il entreprit des études de médecine à l'ULB qu'il réussit brillamment grâce à sa grande intelligence. Immédiatement après un service militaire ennuyeux passé à faire des prises de sang, il fut engagé par le professeur Albert Dahl comme assistant au laboratoire d'anatomie et embryologie de la faculté de médecine de l'ULB, où il gravit progressivement tous les échelons de la hiérarchie académique pour succéder au professeur Dahl qu'en 1963, après une thèse défendue la même année relative au développement des membres chez la souris et la taupe. Il partagea ainsi en alternance les cours d'anatomie et d'embryologie successivement avec Jean-Jules Pastel, ce que vous voyez ici, qui était membre de notre compagnie, Jacques Mulnard, récemment disparu, et puis enfin Marcel Rose, vous voyez Jean Miller ici derrière, et à côté de lui le grand anthropologue, enfin grand entre guillemets, grand anthropologue François Tuisselman, qui a contribué très largement à la formation de Jean Miller. Alors des générations d'étudiants gardent en mémoire ces cours admirablement préparés, très systématiques, n'épargnant pas le moindre détail, illustrés par des dessins soigneusement élaborés. Ici, vous voyez Marcel Rose, avec qui il avait partagé longtemps les cours d'anatomie. Et voici un exemple des dessins de Jean Miller, et dont l'exhaustivité de ces cours dispensait souvent l'étudiant de consulter des sources bibliographiques extérieures. Sa connaissance sans faille de la langue anglaise, qu'il pratiquait avec un accent oxfordien, et de l'allemand lui permettait de consulter des sources variées qui contribuaient à forger des cours très bien documentés. Il a laissé à notre laboratoire des supports de cours exemplaires et des séquences filmées qui permettent parfois d'entendre encore sa voix résonner dans les amphithéâtres, à la surprise des anciens qui passent dans les couloirs. Ces examens oraux étaient approfondis et assez longs. Les détails étaient explorés ad libitum, mais l'homme était foncièrement bon et les notes correspondaient fort bien aux performances des étudiants, sans surprise et sans emportement. Il participait systématiquement à toutes les séances de travaux pratiques et n'hésitait pas à reprendre publiquement les assistants qui eussent commis une erreur dans un exposé d'ostéologie, ce qui rendait l'exercice assez périlleux pour les jeunes collaborateurs contraints de faire une introduction en sa présence. Dépourvu de réelle expérience clinique, il s'est cependant investi avec succès dans des cours de postgraduat pour lesquels il n'hésitait pas à requérir l'aide nécessaire auprès des médecins spécialistes. Au plan scientifique, Jean Miller était un spécialiste international du développement des membres. Il était mondialement connu pour ses travaux dans ce domaine et il a défini des concepts majeurs comme le foyer préaxial primaire d'apoptose, responsable de l'absence de doigts au-delà du pouce. Il a ainsi exploré le développement des membres dans de nombreuses espèces mammaliennes et reptiliennes, à la fois dans des situations normales et tératologiques, ce qui lui valut une compétence rare dans l'interprétation des malformations des membres dans l'espèce humaine. Il a publié de très nombreux articles scientifiques dans nombre de revues de grand prestige, sans négliger les textes de vulgarisation. Pionnier de l'histochimie du développement, il a anticipé, grâce à des méthodes classiques, les découvertes qui suivirent dans le champ de la génétique du développement. Précocement orienté vers l'histochimie par son maître Albert Dahl, il s'est d'abord attaché à décrire les modalités morphologiques et cytochimiques du développement des membres chez de nombreuses espèces. Aux observations faites sur coupe, il a ajouté des données issues de la culture in vitro, vous voyez ici avec Jacques Mulnard, outil qui lui a permis de tirer des conclusions applicables à plusieurs modèles normaux et tératologiques. Il a largement contribué à la connaissance du rôle de la crête ectodermique apicale, que vous voyez ici, qui, comme on le sait, contrôle la différenciation du mésoderme sous-jacent. Il a pu lier l'activité proliférative du mésoderme à l'intégrité de la crête apicale et a de surcroît démontré que la syndactylie liée à l'administration d'adacidine
s'accompagnait d'une hypertrophie de la crête apicale, comme vous pouvez le voir ici. Il en va de même dans des cas d'exposition au méthyltriazène, agent alkylant, qui, outre son effet sur la crête apicale, entraîne une désorganisation du pattern nerveux des membres. Vous voyez ici l'hypertrophie de la crête apicale et ici l'anarchie du pattern nerveux. Outre leur effet inducteur, il a pu également, analyser la contribution des somites au développement du membre. Outre leur effet inducteur, il génère les myocytes du bourgeon. Mais sa contribution la plus magistrale concerne le rôle du processus actuellement connu sous le nom d'apoptose. Alors au passage, vous voyez ici les somites qui vont générer les futures cellules musculaires du bourgeon de membre. Alors, à l'époque, l'apoptose était appelée nécrose morphogène. Il en a établi le recensement précis des sites pendant le développement normal et anormal du bourgeon de membre et a décrit pour la première fois le foyer préaxial primaire d'apoptose. Et ce foyer préaxial primaire d'apoptose répond à l'absence de doigt en avant du pouce. La taupe qui possède un préhallux est dépourvue de ce foyer de mort cellulaire. Jean Miller a conclu de diverses observations que l'absence de cette zone d'apoptose était responsable d'une polydactylie préaxiale. En décrivant ce foyer, il a touché du doigt les processus fondamentaux de régulation du développement du membre et un mécanisme clé de l'évolution qui a progressivement réduit le nombre des doigts des tétrapodes à partir des premiers amphibiens issus des sarcoptérygiens. Il a également démontré que, voyez encore ici d'ailleurs le foyer préaxial en question, il a également démontré que les débris apoptotiques phagocytés par les macrophages retournaient dans la circulation embryonnaire via le sinus veineux marginal que vous pouvez voir ici. Pilier de l'histo-enzymologie embryonnaire, Jean Miller a effectué de nombreuses observations dans ce domaine qu'il appelait l'histochimie panoramique, notamment appliquée à la céphalogénèse et bien sûr au développement des membres. Ici, vous voyez les bourgeons prémusculaires dans les arcs branchiaux dans lesquels on a mis en évidence l'activité de la phosphatase alcaline et de la TPase. Il a enfin contribué à la conséquence de nombreux modèles tératologiques du développement des membres, tant génétiques qu'induits, hémimélie dominante, syndactylie postaxiale, administration conjointe d'acétazolamide et de sulfate de cadmium, de cytosine arabinoside et de méthyltriazène déjà cités. Vous voyez encore ici des travaux des travaux d'histochimie qui démontraient la formation du plancher de l'encéphale et ici qui démontraient la présence d'ATP dans le bourgeon de membre. Alors voici quelques exemples de modèles tératologiques, hémimélie dominante, la syndactylie postaxiale, où vous voyez la fusion des rayons digitaux. Vous voyez également ici les effets de l'acétazolamide et du sulfate de cadmium avec des déficits du côté postaxial, c'est-à-dire du côté du cinquième doigt. Encore ici, vous voyez des grosses zones d'absence de cellules avec une diminution de la prolifération et une augmentation de l'apoptose dans le cadre de l'administration de cytosine arabinoside. Alors il a enfin contribué, il a en outre rédigé quelques monographies savantes dans le domaine de l'histochimie embryonnaire et a traduit en langue française des traités didactiques dans les domaines de l'anatomie, de l'embryologie et de la chirurgie. Élu correspondant de notre compagnie en 79, passé membre titulaire en 92 et admis à l'honorariat en 99, il y a fait quelques lectures remarquables dans son champ de recherche. Il a fréquenté au début de sa carrière les congrès annuels de l'Association des anatomistes et a présidé en 91 un congrès de l'European Teratology Society, dont vous voyez ici le flyer. Et pendant de longues années, il a été rédacteur en chef des archives de biologie. Formé lui-même notamment par Albert Dalck et François Tuisselman, dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, il a contribué à l'instruction de nombreuses générations de jeunes anatomistes et les titulaires actuels lui doivent leurs modestes compétences. Il fut le promoteur de nombreuses thèses d'agrégation, dont celle de Madeleine Lejour, Jean-Jacques Houben, que vous voyez ici le jour de sa thèse, Marcel Rose et celui qui vous parle en ce moment. Les tâches administratives ne lui convenaient guère.
Il fut cependant directeur du laboratoire d'anatomie et d'embryologie de 87, date de la retraite de Jacques Mullnard, à son départ anticipé en 95. Il fut aussi brièvement vice-président de notre faculté, sous la présidence de son ami Raymond Maillère. Il dut gérer avec Marcel Rose les mesures relatives au déménagement du service d'anatomie de la porte de Halle au campus Erasme, et ce n'était pas rien. C'était un homme foncièrement timide, ses débuts d'enseignant furent difficiles, dont le comportement était fortement contrôlé, voire ritualisé. Il pouvait apparaître assez distant et mal à l'aise avec autrui, mais il se montrait fort chaleureux dans l'intimité. Il fouillait les conflits. Il était doté d'une forme d'humour que l'on qualifierait d'anglais, dont il faisait souvent preuve dans les conversations avec ses collaborateurs. Son centre d'intérêt prédominant était sa discipline, mais il savait aussi discourir de son intérêt pour les romans policiers, avec une prédilection pour Sherlock Holmes et le commissaire Maigret. Sa compétence en la matière lui a permis de construire quelques sketchs mémorables au banquet des étudiants, où il interprétait entre autres ces deux augustes personnages avec son collègue Jacques Mullnard, lui-même interprète régulier du docteur Watson, mais vous voyez qu'il pouvait passer aussi de l'autre côté du miroir. Et vous voyez ici dans un rôle de gangster international avec Marcel Rose que vous voyez ici et votre serviteur là-bas. Alors, il était un pianiste talentueux et un latiniste averti. Voici encore des exemples de banquets d'étudiants où là, il faisait passer un examen à M. Mullnard, qui aboutissait d'ailleurs à l'échec de M. Mullnard. Les voilà en train de chanter Le Sommeur, et voici la dernière image qui témoigne de la profonde amitié, la dernière image où on voit ensemble M. Miller et M. Mullnard, juste un peu avant le décès de Jacques Mullnard, et qui démontre la profonde amitié qui les liait. Alors, outre ses séjours dans son appartement de Wendeuil et ses escapades bretonnes en caravane, il aimait se retrouver dans la nature remplie de quiétude du Valais suisse ou des Alpes autrichiennes. La fin de sa carrière fut hélas endeuillée par le décès accidentel de son fils. Il y eut un Jean Miller d'avant et un Jean Miller d'après. Sa vie obscurcie par le deuil et d'autre part les contraintes bureaucratiques de l'université et de sa charge de directeur du laboratoire l'incitèrent à prendre sa retraite anticipée en 1995. Il n'oublia cependant pas ses centres d'intérêt, car il rédigea encore quelques contributions scientifiques et se livra à des traductions d'ouvrages didactiques, dont j'ai parlé tout à l'heure, en collaboration avec Antoine Dème, son alter ego de l'UCL, et Henri Alexandre, élève de Jean Brachet et ancien doyen de la faculté de médecine de l'université de Mons, tout en s'éloignant du laboratoire, dont il prenait parfois des nouvelles lors de coups de téléphone de plus en plus rares ou de visites pendant notre fête de fin d'année. Sa santé s'était progressivement dégradée. La situation s'aggrava par le décès de son épouse et il s'est éteint paisiblement. Son souvenir restera très longtemps encore présent dans les couloirs de notre service et dans les mémoires des anciens étudiants. Personne n'oubliera sa grande silhouette aux cheveux blancs et sa voix de baryton, ni le long bâton de bambou qu'il manipulait avec adresse pendant ses cours pour commenter les diapositives. C'était bien avant la flèche laser. Nous assurons ces deux filles malheureusement absentes, Michel et Marianne, et ses petits-enfants, Sophie, Martin, Louise et Tom, de notre soutien dans cette triste épreuve. Je vous remercie. Voilà. Chers collègues, je vous invite à respecter une minute de silence à la mémoire du professeur.